Eric Schnackenburg, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci pour votre invitation. En vrai, on est très content. Alors, vous verrez tout ce qui sera votre présentation, on le fera en voix off au moment du documentaire, etc. Pas de problème. Là, l'idée, c'est qu'on ait une conversation Oui. assez informelle autour justement de ce sujet et autour de la colonie, entre guillemets, du Canada, de la Nouvelle-France, dont on va parler ensemble aujourd'hui. On va évidemment balayer pas mal de thématiques parce qu'il y a des gens qui vont nous regarder et je les salue sur le Cercle de l'Histoire. Donc, il y a tout qui ne sera pas dans la vidéo, mais moi, il y a des sujets dans votre livre que j'ai trouvé vraiment passionnants et que j'aimerais aborder avec vous et qui seront peut-être juste exclusifs à l'interview en format long. Mais d'abord, le but de notre vidéo, comme je disais, c'est de revenir sur la fin de l'occupation française dans le Canada actuel, comment ça s'est passé, et notre point d'orgue, c'est la bataille des Plaines d'Abraham. Mais avec vous, on a envie de comprendre toute cette partie un peu macro, finalement, et les relations entre le royaume, la métropole, si on peut dire ça comme ça, avec sa colonie canadienne, et voire même la connexion entre cette colonie et les colonies des autres puissances européennes, et même avec les autres colonies françaises. D'abord, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est qu'après la découverte pour le Royaume de France de Jacques Cartier du Canada en 1539, 1534, quels sont les objectifs de ces premières expéditions après la découverte de Cartier? Bien, en fait, je dirais pour la France comme pour tous les Européens, l'Amérique c'est un obstacle. Qu'est-ce que cherchent les Européens? En fait, ils cherchent à aller en Asie, ils cherchent à aller en Chine. Et il y a l'Amérique au milieu, donc ils cherchent des passages. Donc c'est comme ça qu'on remonte par exemple le Saint-Laurent pour essayer de trouver un passage. Et Samuel de Champlain va encore le faire au début du XVIIe siècle. Alors, on voit ces terres, on se dit peut-être qu'on va avoir de l'or. On a les Anglais comme Frobisher ou comme Jacques Cartier, ils trouvent des pierres. On a l'impression que c'est de l'or et puis non, c'est pas de l'or. En fait, c'est une déception parce qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose, si, en fait. Il y a deux ressources. La première ressource importante, c'est la morue, au large de Terre-Neuve. Donc ça, c'est très, très important parce que ça va permettre d'avoir des flottes qui vont venir régulièrement, notamment en été, pour pêcher. Et donc, de commencer à connaître les Amérindiens et de faire du troc avec les Amérindiens. Ça se passe pendant une bonne partie du XVIe siècle. Et la deuxième chose, divine surprise, finalement, ce sont les peaux de castor. Et donc, les établissements, les premiers établissements en Amérique du Nord, au Canada, eh bien, vont avoir ces deux ressources-là, et en particulier les castors, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, les castors européens ont été chassés, on a des castors qui viennent de Sibérie, mais des grandes quantités et aussi bon marché qu'au Canada, eh ben, on n'en a pas. Donc, les peaux de castor vont être absolument fondamentales dans cette histoire-là. Donc vraiment, on a un premier objectif qui va être un peu avorté, mais au final, vous parlez justement dans votre livre d'une sorte d'économie du prélèvement dans cette partie des colonies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette... Oui, c'est-à-dire, en fait, si on regarde le monde américain en général, il y a deux types d'économies. Il y a une économie de production, une économie de prélèvement. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de prélèvement ? C'est une économie dans laquelle on prend les choses que la nature nous offre. Par exemple, la cueillette ou la chasse ou couper du bois. Ça, c'est plutôt, par exemple, pour l'Amérique du Nord. L'économie davantage de production, par exemple, c'est les Antilles, où là, on plante de la canne à sucre, puis on fabrique du sucre. Mais le sucre, il n'est pas là à l'état de nature. Donc c'est ça, en fait, qui fait la différence entre les deux. Et au Canada, c'est l'économie de prélèvement, essentiellement, du bois et des peaux de castor. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la nature de l'occupation française au Canada? Est-ce qu'elle diffère, par exemple, de l'occupation anglaise sur la côte états-unienne? Alors oui, c'est très différent. D'abord en termes démographiques, et puis deuxièmement, également en termes de production, parce que comme je l'ai dit, finalement, les peaux de castor, mais en fait les peaux de castor, les Européens les ont par l'intermédiaire des fameux coureurs de bois, mais les coureurs de bois, ce ne sont pas eux qui vont chasser les castors. Pour la plupart, ce sont les Amérindiens qui chassent les castors, qui ensuite les vendent aux coureurs de bois. Les coureurs de bois ensuite les amènent à Québec et à Montréal, et ensuite les peaux de castor repartent en Europe. Alors, avec les colonies anglaises, c'est assez différent parce que les colonies anglaises, notamment les colonies de la Nouvelle-Angleterre, avec le Mayflower qui arrive sur place en 1620, eh bien là, il y a l'idée de fonder une nouvelle Jérusalem. Donc, il y a un projet véritablement d'émigration de groupes, de communautés entières, donc les hommes, les femmes, les pasteurs. On a aussi de l'immigration économique. Et puis très rapidement, on va avoir une activité agricole qui va se développer sur place, en Nouvelle-Angleterre, et puis également un petit peu plus au sud, dans les colonies du Sud.
Pour les colonies françaises, c'est plus compliqué parce que le Canada, c'est un pays qui est moins favorable à l'agriculture. Donc ça joue et évidemment, ça va limiter la croissance de la population. D'où cette pensée des rapports avec les Amérindiens. Quand on se place dans les années 1660 à peu près, dans le Canada, dans l'axe du Saint-Laurent, on a à peu près 94% d'hommes et 6% de femmes. Donc le gros enjeu pour les Français, pour le Canada, c'est le peuplement. Et que va-t-on faire dans un premier temps? Ça va nous paraître peut-être un peu contre-intuitif, c'est que notamment Colbert va encourager le mariage, les unions, et donc la croissance démographique entre les Français, les hommes, et les Amérindiennes. C'est-à-dire que l'idée du sang mêlé, comme on disait à l'époque, ne pose aucun problème parce que la priorité, c'est la croissance démographique. Puis à partir du moment où le sexe ratio va s'équilibrer, où le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes va s'équilibrer, eh bien à ce moment-là, on va assister à une sorte de crispation qui fait qu'on va au contraire dénoncer les unions mixtes et les mariages mixtes pour préserver finalement des mariages entre Françaises ou descendants de Françaises et des hommes également venus de France. Donc on voit bien qu'ici, l'enjeu démographique est très important. Il n'a jamais été aussi important, il ne s'est pas du tout posé dans les mêmes termes en Amérique du Nord anglaise, où là, il a fallu faire venir des gens malgré tout, mais les choses ont été beaucoup plus faciles de ce point de vue-là. Il y a deux choses qui sont très intéressantes que vous évoquez, c'est les gens qui vont d'abord, dans un premier temps, les gens qui vont arriver dans ces colonies, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont une particularité, par exemple une confession particulière? Est-ce qu'ils viennent d'endroits particuliers du royaume? Alors, pour ce qui est de la confession, c'est très net, pas de protestants. C'est une émigration théoriquement catholique. On a exactement la même chose, par exemple, dans l'Amérique espagnole. En réalité, on sait bien qu'il y a des juifs convertis ou des protestants, alors pour la France notamment, qui sont allés en Amérique. Mais en théorie, cette nouvelle France, donc cette France nouvelle en quelque sorte, on peut aussi s'interroger sur le terme, eh bien c'est une France dans laquelle on n'aura que des catholiques, que des entre guillemets, bons et loyaux sujets. Alors d'où viennent les gens qui arrivent au Canada? Ce sont essentiellement bien sûr de jeunes hommes, pour la plupart, des jeunes hommes qui ont une vingtaine d'années. Alors d'où ils viennent? C'est assez compliqué parce qu'on a les ports de départ, bien sûr, par exemple de Nantes, ou de Rouen, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de Nantes et de Rouen. Souvent, en fait, au XVIIe siècle, la migration vers l'Amérique du Nord, c'est une deuxième migration. On a des gens qui viennent des campagnes, qui vont tenter leur chance dans la grande ville, à Rouen par exemple. Puis là, ça ne se passe pas très bien, ils n'arrivent pas à trouver leur place, et donc ils partent dans une sorte de deuxième migration en Amérique du Nord, parce que le Canada au XVIIe siècle, c'est pas très attractif. C'est pas très attractif. On va là-bas, qu'est-ce qu'on va y faire? Et puis ce sont des voyages évidemment lointains et périlleux. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a une partie de ces Français qui reviennent ensuite, et comme les Anglais, comme les Espagnols, etc. Ce ne sont pas simplement des voyages simplement aller. Et on a des gens qui font des allers-retours, les commerçants par exemple, et puis on a des gens qui viennent sur place, qui restent quelques années et qui reviennent. Imaginons tout simplement un cadet de famille, le frère aîné hérite du père, et le frère aîné meurt très jeune. Et bien à ce moment-là, le cadet revient pour reprendre, par exemple, la ferme familiale. C'est le genre de cas de figure qui peut tout à fait se produire. Il y avait ça dans un premier temps, donc qui occupe justement dans ces colonies, qui va venir habiter dans ces colonies, et vous avez commencé à évoquer une autre partie très importante, et je trouve très intéressante dans votre bouquin, c'est la notion de la race. Ouais. Alors c'est absolument pas quelque chose de nouveau, l'idée de la race c'est quelque chose qui est, le mot race ça existe depuis le Moyen-Âge en France et dans d'autres langues en Europe, et je vous cite, vous dites dans votre livre, dans le monde atlantique, la rencontre et l'intensité des interactions entre populations différentes firent de la race un prisme permettant aux contemporains d'organiser le monde dans lequel ils vivaient. Alors c'est assez intéressant puisqu'on n'est pas dans une logique d'esclavage quand il parle du Canada, comme on peut avoir par exemple dans les Antilles ou en Louisiane quand on parle de la France. Il y a cette question du métissage. Et vous dites de cette crispation, pourquoi est-ce que le métissage d'abord accepté devient ensuite mal vu? Alors, en Nouvelle-France, au Canada, il est accepté parce que c'est une nécessité. Tout simplement parce qu'il y a trop d'hommes et pas assez de femmes. Et si on veut que la colonie se développe, eh bien, il faut faire des enfants et évidemment, il faut une union entre un homme et une femme. Et finalement,
cette affaire de différence de culture ou de race, même si à ce moment-là, le terme on l'utilise pas encore tout à fait dans ce sens-là, en tout cas de différence ethnique, on pourrait dire aujourd'hui, passe au second plan. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça passe au second plan. Il faut aussi voir que ces questions de métissage, elles sont très liées à la position sociale. C'est-à-dire que les gouverneurs et les bourgeois de Québec et de Montréal, eux, enfin leurs enfants, leurs garçons, se marient avec des jeunes filles blanches, disons françaises. Et évidemment, plus on descend en quelque sorte l'échelle sociale, plus évidemment on a une tendance au métissage, sans parler des coureurs de bois qui sont eux, évidemment, qui vivent entre deux mondes et qui peuvent avoir parfois une femme dans un monde et une femme dans l'autre. Donc cette question de la crispation raciale, elle va se faire à partir du moment où on peut en quelque sorte, si je peux dire, se payer le luxe d'être exigeant sur la nature des unions. C'est assez différent avec ce qui se passe aux Antilles, où là, il y a le prisme de l'esclavage qui est quand même beaucoup plus marqué et qui vraiment structure profondément les sociétés antillaises, ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-France, même si en Nouvelle-France, on a eu de l'esclavage amérindien, et on a eu aussi des Africains qui ont pu être déportés en Nouvelle-France. Et donc ces différences ethniques-là, elles permettent pour les Européens de créer des schémas de pensée pour se distinguer justement de ces autres ethnies avec qui finalement on a encore plus de contacts qu'avant. Oui, parce qu'en fait, le monde atlantique, c'est un creuset. On a des gens qui, évidemment, se rencontrent de plusieurs endroits, de plusieurs origines, et en quelque sorte, la notion de race, alors je précise pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quand j'utilise et quand nous, historiens, nous utilisons la notion de race, ce n'est pas du tout au sens biologique, hein, mais au sens de construction sociale, précisément ce que vous disiez, c'est-à-dire d'éléments de prisme qui permet de classer les catégories et donc aussi, bien sûr, de les hiérarchiser. C'est pour ça que dans le fameux Code noir de Colbert, qui a été publié 2 ans après la mort de Colbert, eh bien, le mot noir n'apparaît pas. Le mot noir ou ses synonymes n'apparaît pas. On parle juste d'esclaves et de libres. Il n'y a que 2 statuts juridiques. En réalité, évidemment, tout le monde comprend bien, quand on lit le Code noir en 1685, que les esclaves sont les noirs et les libres sont les blancs, même s'il y avait aussi des libres de couleur, bien sûr. Toute cette question du métissage, ça me vient une question sur le rapport justement entre... Souvent on a dit que les Français se comportaient mieux avec les populations natives que par exemple les Anglais. Est-ce que ça vient justement un petit peu de ça ou est-ce que c'est un petit peu différent et c'est plus on aime bien se dire ça pour se moquer des Anglais. Je pense qu'on dit ça parce qu'on est Français. Je pense que si nous étions Anglais, nous dirions que nous, Anglais, nous sommes finalement pas si mal comportés et que ceux qui se comportaient vraiment mal, c'était les Espagnols. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui se comporte pire que vous. Voilà. Moi, je ne suis pas persuadé du tout que les Français soient mieux comportés avec les Amérindiens, par exemple pour la Nouvelle-France, que les Anglais. Puis bien se comporter, est-ce que c'est faire du commerce? Est-ce que c'est... vous voyez, alors effectivement, il y a eu des massacres, il y a eu des guerres, il y a eu des maladies qui ont été transmises, le fameux choc microbien, et ça, je dirais, c'est français comme anglais. Donc je ne pense pas qu'il y ait une particulière bienveillance de la part des Français. Maintenant, il est vrai que là, on peut peut-être faire une différence, c'est que les Anglais, eux, sont dans une logique d'acquisition foncière, ça c'est vrai, beaucoup plus puissante que du côté français. Parce que du côté français, il y a moins de population, hein, ce qu'on a évoqué, et donc il n'y a pas cette faim, entre guillemets, de terre. Alors que chez les Anglais, effectivement, on a ça. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a cette pression qui a été davantage opérée sur les Amérindiens, sur les terres amérindiennes, avec aussi des différences de logique, finalement, de compréhension de ce que c'est qu'être propriétaire d'une terre. Parce que vous voyez, pour un Européen, c'est comme aujourd'hui, vous achetez un terrain, vous donnez de l'argent, on vous signe un papier, etc. Les Amérindiens ne pensent pas la propriété de la terre comme nous Européens, nous la pensions. Et donc, pour eux, acheter une terre, enfin, ça n'a pas de sens. C'est comme si on disait aujourd'hui acheter l'air, vous voyez, pour nous. Ça n'a pas de sens. Donc quand on vient leur dire, ici vous êtes gentil, mais ici c'est plus chez vous, ils ont du mal à comprendre. Alors, évidemment, ils ont bien fini par comprendre, hein, mais dans un premier temps, c'est pas si évident que ça, parce que la notion de propriété, on est sur des peuples qui sont aussi des peuples nomades, hein, ou semi-nomades, alors que les Européens sont des peuples sédentaires, et que la colonisation, c'est aussi une sédentarisation. Il y avait... Après cette installation justement on va dire des colonies, vous parlez aussi dans votre livre de la continuité entre le pays émetteur et la colonie, et que parfois, finalement, quel est le rapport et quel est le statut de ces colonies? Est-ce qu'il
il s'agit d'un département département ça n'existe pas encore, mais d'une province comme on peut avoir en métropole, ou est-ce qu'ils ont un statut particulier? En fait, c'est une question qui a à la fois très simple et très compliquée. Et là-dessus, j'invite tous ceux qui nous écoutent à réfléchir au terme de nouveau. Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-York, New York, nouveau, etc. On en a plein à l'histoire américaine. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que ce nouveau? Je pense qu'il faut un peu s'arrêter sur ce terme-là. Est-ce que ça veut dire qu'on prend, pour prendre la Nouvelle-France, on prend la France et en quelque sorte on la transfère, on fait une sorte de copier-coller, on dirait aujourd'hui, et on la transfère là-bas pour faire exactement la même chose? Ou est-ce qu'on recommence, on fait à nouveau, comme si on effaçait tout, une France là-bas? Vous voyez, nouveau, ça peut être ces deux éléments-là. Alors effectivement, dans un premier temps, ce que nous on appelle les colonies, je vais dire les territoires ultra-atlantiques, justement je retire le mot colonie pour l'instant, eh bien, sont pensés comme finalement des provinces comme d'autres. Il ne faut pas oublier qu'en France, les provinces sont privilégiées. Il y a des provinces qui ont des privilèges, par exemple en Bretagne, pour le sel, etc. Bon, la France européenne, j'emploie pas métropolitaine précisément pour l'instant, la France européenne, c'est un patchwork en fait de privilèges. Et donc, on va avoir des provinces qui, il se trouve que ces provinces sont séparées de quelques milliers de kilomètres. On a exactement la même chose dans le monde anglais. Et d'ailleurs, Louis XIV le dit, qui veut faire sentir l'effet de la bienveillance qu'il a pour ces sujets, qui sont au Canada, comme pour ces sujets de France. Donc ça, il n'y a pas de province, c'est vraiment l'idée d'une province. Et puis, petit à petit, va se mettre en place, à partir des années 1740, 1750, le milieu du XVIIIe, l'idée qu'il y a une subordination. Et c'est là qu'on peut parler de métropole et de colonie. Vous savez bien, quand on dit colonie, on pense métropole, et les deux termes impliquent une sorte de rapport hiérarchique, de subordination. Et c'est ce qui va se passer et ce qui se met en place. On le voit notamment à travers le commerce. À travers le commerce, quelle est la fonction d'une colonie? La fonction d'une colonie, c'est de servir le commerce de la métropole. Et ensuite, la métropole redistribue les produits, par exemple le sucre, etc. Ça se met en place petit à petit. Et dans l'histoire, par exemple, pour prendre un petit détour par l'histoire américaine, une des causes de la Révolution américaine, c'est que précisément les Anglais d'Amérique ne sont pas des Américains, mais sont des Anglais d'Amérique, des English overseas, donc des Anglais d'outre-mer qui disent « mais nous, on a les mêmes droits que ceux qui sont en Angleterre. Donc quand on veut nous imposer et qu'on n'est pas représenté au Parlement, c'est pas normal. » Et c'est là que l'histoire s'enchaîne. Et c'est pour ça que en Nouvelle-France, au Canada, eh bien, on va avoir des structures identiques. On va avoir un intendant et on va avoir un gouverneur, par exemple, sur le plan administratif. Louis XIV, pour parler de Louis XIV, a des sujets. Tous ces sujets ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, bien sûr, et les considèrent tous de la même manière. Vous parlez de l'administration, justement. Dans votre ouvrage, une nouvelle fois, vous faites une référence au Canada et vous parlez de diarchie qui gère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment fonctionne cette administration dans, c'est pas encore une colonie, mais ce territoire ultramarin? Oui, alors une diarchie, c'est-à-dire un pouvoir à deux têtes, un intendant, pour caricaturer, c'est un peu caricatural, qui s'occupe des affaires civiles, et un gouverneur qui s'occupe des affaires militaires. Alors, on tient absolument, en théorie, à ce qu'il y ait une hiérarchie. Parce qu'on sait très bien en France qu'à des milliers de kilomètres, alors je dirais que ce n'est pas tellement les kilomètres en réalité qui posent problème. Ce qui pose problème, c'est le temps de communication. Parce qu'en réalité, la distance, on le voit bien dans la vie d'aujourd'hui, la distance en soi, ça n'a de sens que par rapport au temps. Et quand il faut 1 mois et demi pour qu'une lettre, ou 1 mois et demi pour qu'une lettre arrive, alors ça dépend évidemment de la saison, la lettre arrive à Versailles, on discute, ou auprès du gouvernement français, on discute, on fait une réponse, et puis la lettre repart, etc., etc., il peut s'écouler facilement 3 mois ou 4 mois. Et donc, il faut éviter que sur place, il y ait une sorte d'abus de pouvoir d'un des acteurs. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les deux acteurs, intendant d'un côté, gouverneur de l'autre, doivent en quelque sorte faire une sorte d'équilibre entre les deux pour éviter qu'il y ait des excès d'un personnage. Ça, c'est la théorie. En réalité, on se rend compte qu'il y a, notamment au XVIIe siècle, il y a des périodes très longues pendant lesquelles il y a, par exemple, qu'un gouverneur, où on a un gouverneur qui fait aussi fonction d'intendant. Mais la théorie, c'est la diarchie.
Le problème, c'est que finalement, les candidats pour partir en Nouvelle-France, être intendant, gouverneur en Nouvelle-France, se bousculent pas. Et parfois, et puis vous avez les incidents de la vie, tout simplement, des gens qu'on va nommer, qui vont mourir, qui font valoir qu'ils sont très honorés, très flattés de servir Sa Majesté. Mais enfin, bon, s'ils pouvaient faire autre chose, ça serait pas plus mal, etc., etc. Mais c'est vraiment cette hiérarchie, elle est très très importante. Et puis il y a aussi le pouvoir de l'Église, des autorités ecclésiastiques, est très très importante. Donc c'est vraiment une sorte d'équilibre qui se fait. Et comme c'est toujours un équilibre entre ces fonctions-là, eh bien, c'est aussi les personnalités qui jouent. Et ça, c'est quelque chose que nous, historiens, on voit, on sent en quelque sorte à travers les archives, mais on sait très bien que comme dans toutes les sociétés humaines, il y a des gens qui ont une personnalité un peu plus forte et qui vont jouer un rôle plus important parce qu'ils ont cette épaisseur humaine en quelque sorte qui leur permet d'en imposer un petit peu à leurs interlocuteurs. Vous avez une idée comme ça justement d'une personnalité au Canada qui a un peu fait valoir justement son... Frontenac, bien sûr, on pense à Frontenac. Frontenac qui est resté très longtemps au Canada et qui a eu, effectivement, il y a aussi l'expérience, parce qu'il faut quand même imaginer que quelqu'un qui devient intendant de Nouvelle-France, alors on voit dans le monde américain, au XVIIIe siècle, on commence à avoir des gens qui sont issus des provinces, donc qui sont des locaux en quelque sorte, mais quand vous avez quelqu'un, je ne sais pas, qui a fait toute sa carrière en France, quand il arrive au Canada, évidemment, les choses sont très différentes, donc il faut un temps d'acclimatation, et il est vrai que celui qui est sur place, et notamment par exemple Frontenac, prennent un avantage parce qu'ils ont une autorité. Et puis, on est dans des sociétés d'Ancien Régime, il ne faut pas oublier que ce qui compte aussi, c'est les réseaux, les relations, les clients, les obligés. Et quand vous arrivez, vous êtes intendant et que le gouverneur sur place, il a déjà son réseau et que vous, il faut essayer de contrebalancer ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Je comprends. Il y avait, donc j'avais justement une question sur la distance de la métropole et vous avez très bien répondu. On a commencé à un petit peu l'aborder aussi. Alors la distance justement entre métropole et les territoires ultramarins, on l'a bien saisi, mais du coup, est-ce qu'il y a une connexion entre ces territoires, entre eux justement, puisqu'ils sont plus proches les uns des autres d'une certaine manière, les Antilles, la Louisiane, avec le Canada? Alors, c'est une question, c'est une question effectivement extrêmement importante. Alors, il faut, pour donner un peu peut-être une idée des distances, vous voyez, entre Boston et les Antilles, il y a à peu près 3000 km. Donc, si on rajoute le Canada, le détour par le Saint-Laurent, vous voyez, on est facilement à 4000-4500 km. Donc, en fait, il y a des distances quand même qui sont importantes. Mais si on prend la distance entre les Antilles et Bordeaux, par exemple, Saint-Domingue et Bordeaux, on a 6000 km. Donc, malgré tout, c'est plus proche. Alors, effectivement, c'est la question que vous posez, une question très importante, c'est ce qu'on va appeler l'intégration méridienne, c'est-à-dire nord-sud. Au XVIIe siècle, et notamment Colbert, a essayé de développer ces relations entre le Canada et les Antilles. Alors pourquoi le Canada précisément? Donc je rappelle, si on prend la Nouvelle-France, il y a 3 grands ensembles de la Nouvelle-France en Amérique. Je rappelle que la Nouvelle-France, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des possessions françaises d'Amérique du Nord. Souvent, on a tendance à réduire ça au Canada et à la vallée du Saint-Laurent, parce que c'est la plus peuplée, bien sûr. Donc il y a la vallée du Saint-Laurent, il y a ensuite la région des Grands Lacs, et ensuite il y a toute la vallée du Mississippi. Donc pour avoir des relations avec les Antilles, eh bien, l'idée, c'est d'amener notamment du bois et des vivres, et en particulier la morue. Et on en a une trace encore aujourd'hui, puisque la morue, donc, qui est au large de Terre-Neuve, donc qui est plutôt un poisson des eaux froides, fraîches, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dans la cuisine antillaise? Des acras de morue. Ces acras ont été amenés par les Français du Canada, mais aussi par les anglophones de Nouvelle-Angleterre, pour faire du commerce avec les Antilles. Donc, il va y avoir un flux commercial qui va se mettre en place, mais en réalité, il va être moins animé entre, disons, l'Amérique du Nord et les Antilles, il va être moins animé par les Français du Canada que par les gens de Nouvelle-Angleterre. Et donc, c'est un commerce qui se fait en contrebande. Essentiellement. Là, on pourra revenir dessus, mais ceux qu'on trouve dans les archives, j'aime beaucoup ce terme, les nouveaux Angleterriens, donc les gens de Nouvelle-Angleterre, ont une capacité à répondre aux besoins antillais beaucoup plus rapide. Par exemple, quand il y a un cyclone, quand il y a un problème quelconque, une disette quelconque, eh bien, évidemment, ils arrivent beaucoup plus rapidement que depuis la métropole. Parce que comme ils font du commerce de contrebande, bien, ils sont libérés de toute contrainte.
Quand vous êtes un métropole, évidemment, c'est plus compliqué. Il y a des cadres qui sont plus rigides. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour le commerce atlantique, c'est la saison des cyclones. La saison des cyclones, évidemment, ça ne concerne pas la Nouvelle-France, mais là, il y a les glaces en hiver. Et vous voyez, le port de Boston, par exemple, est tout le temps libre de glace. Le Québec, quand vous êtes à Québec, pendant des mois d'hiver, vous ne pouvez pas du tout venir. Donc à ce moment-là, vous pensez bien que les planteurs antillais ne vont pas se croiser les bras en disant on a besoin, on attend. Non, ils prennent la contrebande, qui d'ailleurs souvent est bon marché et souvent de meilleure qualité que ce qu'on a depuis la métropole. Donc en fait, ce monde méridien que vous évoquez entre l'Amérique du Nord et les Antilles, c'est un monde de la contrebande et c'est un monde de l'interlope. Alors évidemment, très difficile à évaluer, très difficile à évaluer par définition, mais c'est un monde dans lequel on a un témoignage, par exemple, d'un gouverneur anglais qui parle de 30 à 40% de la production sucrière qui part en contrebande, à l'époque où les Anglais occupent les Antilles. Et quand on pense qu'une partie de la contrebande en temps de paix partait vers les territoires anglais, on peut penser que on est au moins dans ces eaux-là. Au moins dans ces eaux-là. Encore une fois, c'est une estimation au doigt mouillé naturellement. Oui, parce qu'évidemment, la définition de la contrebande, c'est qu'il n'y a pas de traces. Donc, pour les historiens, c'est un petit peu plus compliqué. On commence justement à parler des relations dans ce monde-là, dans ce nouveau monde d'une certaine manière entre anglais et français. J'aimerais vous poser aussi la question de cet espace atlantique, parce que comme vous le savez, on a un focus sur la guerre de 7 ans quand même et sur cette bataille des plaines d'Abraham. Mais quand même comprendre, est-ce que ce qui se passe dans cet espace atlantique est une projection des tensions en Europe ou est-ce que finalement on est assez loin de ces considérations? Alors, je vais prendre l'inverse, c'est-à-dire est-ce que les tensions en Europe ne sont pas une projection des tensions dans le monde atlantique? C'est un peu pour le jeu. Alors effectivement, la guerre de 7 ans, en réalité, c'est deux guerres en une. Il y a d'abord la guerre européenne, la guerre en Allemagne avec la Prusse, Marie-Thérèse, la Russie et la France, d'un côté, et puis d'un autre côté, alors je sépare les deux de manière un peu artificielle, et puis d'un autre côté, on a les rivalités atlantiques. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ces rivalités atlantiques, elles sont anciennes, et elles sont montées petit à petit dans la première moitié du XVIIIe siècle, mais il faut voir que l'intégration du monde atlantique, et notamment, je vais parler plus précisément des rapports franco-anglais. Il faut savoir qu'en 1686, les Français et les Anglais signent un traité de neutralité, c'est-à-dire un traité par lequel ils disent, voilà, si une guerre doit se produire entre nos deux pays, on est en 1686, eh bien, on se promet de ne pas se faire la guerre dans le monde colonial. Donc, en quelque sorte, ça correspond tout à fait à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a l'Europe, on se fait la guerre en Europe, très bien, mais les colonies sont en dehors. Donc, comme si on pensait finalement le champ des rivalités internationales comme un champ un peu séparé en deux. Alors, peu après éclate la guerre de Lake d'Augsbourg, et là, que se passe-t-il pendant la guerre de Lake d'Augsbourg? Évidemment, il y a des combats en Amérique du Nord, et puis on va en avoir également pendant la guerre de succession d'Espagne, avec des clauses très importantes, notamment la cession de l'Acadie et la cession de Terre-Neuve par les Français et de la baie d'Hudson, et puis évidemment guerre de succession d'Autriche et guerre de 7 ans. C'est-à-dire que finalement, cette histoire, à partir de la fin du XVIIe siècle, et même d'ailleurs, on peut même remonter au milieu du XVIIe siècle, c'est finalement une histoire d'une sorte d'élargissement du champ des rivalités. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les rivalités sont complètement imbriquées. Les rivalités franco-anglaises, elles sont moins européennes que pensées à l'échelle du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la guerre de 7 ans commence en réalité en 1754 avec l'attentat Jumonville, puis l'attaque de Fort Necessity. Et petit à petit, on voit monter ça aussi dans les traités. On voit que dans les traités, il y a de plus en plus de clauses qui concernent les espaces extra-européens, et ça devient vraiment les enjeux vraiment des négociations. Donc il y a vraiment finalement une mondialisation, et c'est peut-être quelque chose sur lequel les historiens ne sont peut-être pas assez intéressés. Il y a une mondialisation, une globalisation des rivalités entre la France, l'Angleterre aussi, mais il ne faut pas oublier l'Espagne. Et puis aussi d'autres puissances, peut-être moins spectaculaires, mais qui jouent aussi un rôle important. Je pense par exemple aux Néerlandais, aux Provinces-Unies, et puis d'autres, puisqu'on a aussi les Scandinaves qui auront des territoires dans le monde atlantique et qui donc participeront finalement à ce sort de maelstrom des relations internationales.
Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer les origines de la guerre de 7 ans, l'étincelle finalement, puisque c'est vrai que c'est un moment qui va être important dans la vidéo aussi, et j'aimerais bien avoir vos mots pour nous expliquer le départ de ce conflit. Alors, je vais parler ici de la dimension américaine. En fait, que se passe-t-il? Eh bien, on a, depuis la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et puis la guerre de succession d'Espagne, et la guerre de succession d'Autriche également, pendant les conflits franco-anglais, on a régulièrement des attaques de la Nouvelle-France vers la Nouvelle-Angleterre. Donc, il faut bien comprendre que les gens de Nouvelle-Angleterre, quand il y a une guerre avec la France, vivent dans la crainte, alors eux aussi organisent des raids, on est bien d'accord, mais vivent dans la crainte d'une attaque. Donc ça, c'est la première chose, parce que finalement, Français et Anglais sont voisins. Alors, entre les deux, il y a les territoires des Amérindiens, enfin, de certains peuples amérindiens, mais ils sont voisins. Alors, le problème, en fait, pour les Anglais, c'est qu'ils ont le sentiment d'avoir un horizon de progression vers l'ouest qui est bouché. Parce que si on trace, alors évidemment, si on peut faire un peu les cartes de la Troisième République avec le rouge pour les Anglais et le bleu pour les Français, on a une sorte de grand croissant bleu qui partirait de l'embouchure du Saint-Laurent, voyez, qui prend le Saint-Laurent, les Grands Lacs pour descendre jusqu'en Louisiane. Eh bien, si vous regardez ce croissant, en quelque sorte, eh bien, les Anglais, eux, sont à l'est de ce croissant. Et ils voient en permanence les Français comme un danger. Après la guerre de succession d'Autriche, il faut déterminer, on va essayer de déterminer les frontières, et notamment dans la région de l'Ohio. Les Français, notamment avec le gouverneur Lagallissonnière, vont mettre des plaques au sol simplement pour matérialiser la frontière. Il faut bien imaginer aussi qu'on est dans des espaces boisés, des espaces qui sont peu marqués par les hommes, des espaces, c'est pas du tout les frontières dans les Pays-Bas avec les Pays-Bas autrichiens, enfin Pays-Bas espagnols ou Pays-Bas autrichiens. Donc on met des plaques, on met comme ça des plaques régulièrement pour montrer la frontière. Sauf que, évidemment, dès que les Français sont partis, les Anglais arrivent, mettent un coup de pied dans la plaque ou déplacent la plaque et la frontière bouge. Donc il y a des tensions parce que les Anglais cherchent à s'étendre de plus en plus vers l'ouest. Et là, forcément, il va y avoir des heurts parce que les Français vont installer des forts sur place. Par exemple, Fort Duquesne, qui va devenir Pittsburgh par la suite. Et à un moment, forcément, il va y avoir confrontation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un important déséquilibre démographique entre d'un côté donc les Français qui sont au maximum 100 000, 90 000, 100 000, entre l'axe du Saint-Laurent, 70 000 peut-être, 75 000, 80 000 maximum, et puis les Grands Lacs et le Mississippi. La vallée du Mississippi, face à eux, les Anglais qui sont dans les 13 colonies. Enfin, quand je dis les Anglais, c'est les habitants des colonies anglaises. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une lecture aussi du monde colonial, notamment anglais, mais par nationalité. Il y a des gens dont on ne parle jamais, et pourtant qui sont très importants. Les Allemands, par exemple, on a beaucoup d'Allemands qui viennent, enfin de germanophones en réalité, il n'y a pas d'Allemagne à l'époque, mais en tout cas des germanophones, Suisses par exemple, ou qui viennent d'Allemagne, qui arrivent dans les colonies anglaises, parce que les colonies anglaises cherchent aussi à se développer. Il y a des gens qui cherchent aussi des terres pour avoir une vie plus agréable, ou aussi des refuges pour des groupes religieux persécutés, notamment protestants. Et bien, quand ils arrivent, où vont-ils s'installer? Là où les terres sont moins chères. Et où les terres sont-elles moins chères? Eh bien à l'ouest. Donc on va toujours plus à l'ouest, toujours plus à l'ouest. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'aller à l'ouest, eh bien on va rencontrer les Français. Et en fait, c'est là que va se créer la tension. Et au début de la guerre de 7 ans, précisément, c'est un incident. C'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. On a Jumonville qui vient voir les Anglais, notamment commandé par un jeune homme d'une vingtaine d'années, George Washington, évidemment, de la milice de Virginie, parce qu'il faut voir que la famille de Washington, c'est une famille qui spécule. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui ont les moyens se disent « je vais acheter les terres un peu plus loin ». Pour l'instant, il n'y a pas de demande, mais je vais attendre. C'est exactement comme si aujourd'hui, vous habitez dans une ville, vous voyez un champ qui est un peu en bordure de la ville, vous dites « bon, je vais l'acheter, et puis peut-être dans 10 ans, la ville va s'étendre et je vais pouvoir leur vendre beaucoup plus cher. » Eh bien, ils font ça, ils spéculent tout simplement sur les terres. Et donc, évidemment, s'il y a les Français, ils ne peuvent pas spéculer sur les terres où se trouvent les Français. Et donc, Jumonville et sa petite troupe viennent voir la milice de Virginie, commandée par Washington, et pour leur dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. On est en mai 1754. Incident, Jumonville, alors on ne sait pas trop, il est arrêté, il est tué. Et puis, finalement, ensuite, les Français vont se venger en juillet, vont attaquer Fort Necessity. Et puis, eh bien, de vengeance en vengeance, les choses vont se dégrader.
réglé. 1754, 1755, vraiment, les métropoles commencent à s'y mettre. On a des navires français arrêtés par celui qui a une horrible réputation dans l'histoire de France, c'est l'amiral Boscawen. Et puis, ensuite, la déclaration de guerre en 1756. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on date la guerre de 7 ans, 1756-1763. En réalité, elle a commencé, évidemment, en 1754 en Amérique. Mais on peut même, d'ailleurs, aller un peu plus loin et se dire que toutes ces tensions qu'on a en Amérique, eh bien, au fond, c'est des tensions de l'époque de la guerre de succession d'Autriche qui n'ont pas été réglées. Et finalement, je me demande si on ne peut pas penser une sorte de guerre de 25 ans, en réalité, qui serait une guerre qui commencerait en 1740 ou 1739, si on prend la guerre anglo-espagnole, la guerre dite de l'oreille de Jenkins, jusqu'à 1763. À mon avis, il y a une sorte de grande séquence entre les deux, parce qu'on voit que dans l'entre-deux-guerres, on a des problèmes qui sont récurrents. On a le problème de l'Acadie, par exemple. On a le problème, par exemple, de la possession de Sainte-Lucie, d'un certain nombre d'îles aux Antilles, et c'est des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Et ces problèmes vont être réglés par la force des armes, avec l'expulsion des Acadiens, et aux Antilles, avec les partages à l'issue de la guerre de 7 ans. Et donc, ce que vous disiez, en fait, il y a vraiment une globalisation de ces tensions, de ces conflits. Il y en a qui parlent presque de Première Guerre mondiale en parlant de la guerre de 7 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette nomination ? Notamment Winston Churchill, qui a fait un livre où il parle explicitement, c'est la première page, j'ai tout à fait la page dans l'esprit, où il parle de Première Guerre mondiale. Alors, oui, parce que on combat effectivement en Europe, bien sûr, en Amérique, en Afrique, puisque la France va perdre le Sénégal, et également en Inde. Après, pendant la guerre de succession d'Autriche, on a aussi des territoires extra-européens. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est dans l'idée de guerre mondiale et de globalisation, c'est qu'on considère que la puissance d'un État, pour ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, la puissance d'un État prend en compte également la dimension extra-européenne. Même si l'essentiel de l'économie, il faut le rappeler, dans la France d'Ancien Régime, l'essentiel de ce que nous on appellerait le PIB, on n'appelle évidemment pas comme ça à l'époque, mais en tout cas de la richesse produite dans le royaume, c'est une richesse européenne et une richesse agricole. Même au XVIIIe siècle, vous voyez, la richesse coloniale, c'est à peu près 20%. Mais derrière cette affaire-là, derrière ces colonies, il y a des enjeux qui ne sont pas que des enjeux économiques. On a l'impression que c'est le sucre, éventuellement le commerce des forêts. Mais par exemple, prenons Saint-Pierre et Miquelon. Alors voilà, moi c'est une chose que j'aime bien voir avec les étudiants, je leur dis Saint-Pierre et Miquelon. Alors évidemment, c'est tout petit, Saint-Pierre et Miquelon, vous avez Terre-Neuve, vous voyez le Canada, vous voyez Terre-Neuve qui est déjà pas bien grand par rapport au Canada, et Saint-Pierre et Miquelon qui est pas bien grand par rapport à Terre-Neuve. On se dit, mais qu'est-ce que les Français ont conservé et pourquoi ils ont... Eh bien, c'était en fait très important pour la pêche à la morue, bien sûr, mais il faut bien voir une chose, c'est que la pêche à la morue, c'est pas seulement un exercice économique, c'est aussi entraîner des marins. Parce que le jour où vous entrez en guerre, vous ne pouvez pas mettre des paysans et les mettre sur des bateaux. Il faut avoir des gens, des équipages aguerris à la navigation. Et on trouve le terme, aussi bien d'ailleurs en anglais qu'en français, que la pêche à la morue. La pêche dans l'Atlantique Nord, c'est une pêche qui est difficile. C'est, je cite le terme qu'on trouve encore une fois en français et en anglais, c'est le terme de nurserie. C'est la nurserie des marins du roi. Et voilà pourquoi il y a un enjeu très important autour, par exemple, de Saint-Pierre-et-Miquelon, indépendamment de l'activité économique de la pêche. Donc, la globalisation de ces rivalités internationales, elle est économique, mais elle n'est pas seulement économique. Il y a aussi des enjeux militaires derrière. Et on va bien voir la manière dont les Français et les Anglais, surtout les Anglais d'ailleurs, vont développer des arsenaux, notamment des arsenaux outre-mer. Les Espagnols aussi vont le faire, bien sûr. Justement, nous, après, on fera toute une partie, évidemment, avec notre autre intervenant, on s'est bien concentré sur ce qui se passe au Canada d'un point de vue militaire, avec cette bataille des plaines d'Abraham, et ensuite d'autres batailles qui vont suivre, qui sont peut-être plus importantes, mais qui vont en tout cas mener à la perte du Canada par la France. Quelle est la réaction en métropole? Est-ce que c'est quelque chose que l'on considère, nous, important? Est-ce que le roi en parle? Comment est-ce que c'est vécu? Alors, Voltaire a eu cette expression qui est assez connue et qui fait un peu de peine, j'imagine, aux Canadiens. Il parle du Canada, enfin de la Nouvelle-France qui est cédée. Il a dit « quelques arpents de neige ». Quelques arpents de neige. Évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le Canada, on voit que c'est un pays évidemment immense, avec un potentiel notamment de ressources vraiment extrêmement important. Mais
évidemment, les gens de 1762, 1763 qui négocient la paix, tout ça, ils ne le savent pas vraiment. Parce qu'en réalité, il y a un grand débat au moment de la fin de la guerre, à partir des préliminaires de 1762 et évidemment de la paix de 1763 entre Français et Anglais. C'est ce qu'on a appelé le débat Guadeloupe versus Canada. Alors je m'explique. Aux Antilles, les Anglais vont s'emparer en 1759 de la Guadeloupe, vont conquérir la Guadeloupe en 1759, puis en 1762 vont conquérir la Martinique. Alors, au moment de la négociation de paix, ils sont tout à fait d'accord immédiatement pour rendre la Martinique. Très bien. La question c'est, je me place du point de vue anglais, est-ce qu'on garde la Guadeloupe et est-ce qu'on rend le Canada, ou est-ce qu'on garde la Nouvelle-France, mais en réalité c'est essentiellement le Canada, est-ce qu'on garde le Canada et on rend la Guadeloupe aux Français. Voilà en fait le débat. Et alors William Pitt, qui est le premier ministre anglais, Pitt l'Ancien, a cette phrase, il dit je ne sais que faire et lequel au sens quel partisan de telle ou telle solution me fera pendre pour ne pas lui avoir donné satisfaction. Alors évidemment aujourd'hui, quand on voit la Guadeloupe par rapport au Canada, on se dit il y a quand même une différence, ne serait-ce que de taille et de potentiel économique, évidemment. Sauf qu'à l'époque, il faut bien voir que la Guadeloupe, comme la Martinique et évidemment Saint-Domingue, c'est un territoire qui produit énormément de richesses, qui produit du sucre, qui commence à produire du café, alors évidemment au prix de l'esclavage, mais c'est un territoire qui rapporte, si vous voulez, c'est un territoire très important. Alors que le Canada, qu'est-ce qu'on a au Canada ? On a du bois, et encore, on n'arrive pas véritablement à approvisionner les arsenaux de la marine française avec le bois du Canada, et on a des fourrures. Donc finalement, du point de vue français, c'est pour ça que quand on parle de défaite française dans la guerre de 7 ans, oui, mais les Français ont quand même réussi à garder la Guadeloupe. Et alors, me direz-vous, les Anglais qui sont tellement vainqueurs et en plus ils sont tellement dénons, pourquoi n'ont-ils pas gardé la Guadeloupe et rendu le Canada? Ils n'ont pas rendu le Canada, en fait, ils ont conservé le Canada et rendu la Guadeloupe pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en fait, en éliminant les Français d'Amérique du Nord, ils éliminent une menace très ancienne, enfin de plusieurs décennies, depuis la guerre de la Ligue d'Augsbourg, sur les colonies anglaises. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent une sorte de sécurité géopolitique. Il faut aussi penser aux choses de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, les Français, au XVIIIe siècle, avec Saint-Domingue en particulier, mais pas seulement, écrasent en quelque sorte les productions coloniales, aussi bien par la qualité du sucre que par les prix du sucre. Et les planteurs, notamment les planteurs de la Jamaïque, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais si la Guadeloupe reste anglaise, on va avoir un concurrent dans notre monde, britannique du coup, qui sera beaucoup plus fort que nous. Et donc on voit que tout le lobby jamaïcain extrêmement puissant à Londres pousse le Premier ministre pour dire non, rendez la Guadeloupe aux Français. Comme ça, la Guadeloupe reste extérieure au monde britannique et donc les planteurs de Jamaïque continuent à avoir une sorte de monopole et d'avantage à l'intérieur du monde britannique. Donc c'est ces éléments-là aussi qui expliquent que la France ait récupéré la Guadeloupe qui a été quand même occupée entre 1759 et 1763, ce qui fait que pendant ces années-là, qu'ont fait les planteurs guadeloupéens qui étaient dans le monde britannique? Ils ont vendu du sucre et des produits coloniaux à leurs compatriotes, si j'ose dire, de quelques années, d'Amérique du Nord. Et vous pensez bien que quand la paix est rétablie en 1763, qu'on leur dit non, maintenant vous redevenez français exclusif colonial avec la France, ils disent oui, bien sûr. Et puis ils continuent aussi avec la contrebande. Donc ça va laisser des traces, et ça va laisser des traces dans cette connexion, dans ces réseaux vraiment américains, et notamment du point de vue des Nord-Américains, disons, continentaux, qu'on va retrouver par la suite. John Adams, qui est le second président des États-Unis, qui est originaire de Boston, donc Nouvelle-Angleterre, qui faisait beaucoup de commerce, on l'a dit, avec les Antilles, ils disent, voilà, la présence coloniale européenne aux Antilles nous empêche, il emploie le mot, de faire du commerce avec nos voisins. C'est-à-dire qu'on voit que dès le moment de la guerre d'indépendance, et avant même le processus de l'indépendance, alors qu'ils sont encore sujet britannique, eh bien, ils conçoivent une sorte de cohérence du monde américain. Et donc, la doctrine Monroe de 1823, elle a des racines antérieures.
Et si les Américains sont contre, effectivement, la présence européenne aux Antilles, évidemment, il y a de l'anticolonialisme, parce qu'eux-mêmes sont une ancienne colonie, mais il y a aussi parce qu'ils considèrent que c'est, en quelque sorte, leur arrière-cour. Finalement, est-ce que les Antilles, c'est l'arrière-cour des États-Unis ? Donc il y a une sorte d'idée d'impérialisme économique et aussi qui va devenir un impérialisme politique. C'est super intéressant. En vrai, j'avais envie de conclure là-dessus, mais c'est vrai que c'est une question que je vous pose un peu en dehors de l'interview, mais c'est vrai que ces tensions françaises qui sont continentales et en plus aussi dans ce nouveau monde européenne, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est aussi une bataille de guerre politique aussi, puisque en fait, cette séquence, j'ai l'impression qu'elle va continuer même jusqu'en 1789. Avec ce système parlementaire britannique qui est très fier de lui, a une belle image de ce qu'il arrive à faire et en plus auréolé de sa victoire en Amérique. Et quand il voit ce nouveau système arriver après la Révolution française parlementaire, je trouve qu'il y a une sorte de séquence qu'on peut vraiment tirer sur tout le XVIIIe siècle. C'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la rivalité, effectivement, elle est économique, bien sûr, mais elle est aussi géostratégique. C'est-à-dire, on voit par exemple un gouverneur comme Lagalissonnière, qui est gouverneur dans les années 1740, il a une pensée où il dit, mais le Canada sert en quelque sorte de point de revers, de potentielle attaque de revers, si les Américains veulent attaquer les Antilles. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'on conçoit bien à l'échelle européenne dans une dimension Est-Ouest, dire par exemple les Français vont s'allier avec les Suédois, les Polonais et les Ottomans pour être sur le dos des Habsbourg, eh bien, si au lieu de prendre une dimension Est-Ouest, on prend une dimension Nord-Sud et qu'on a peur que les Anglais, beaucoup plus puissants en Amérique, attaquent les Antilles françaises, on se dit, bah oui, ils vont peut-être nous attaquer, mais nous, on va avoir une sorte d'attaque de revers avec le Canada. Et c'est pour ça que la perte du Canada, eh bien, elle est vraiment importante aussi sur le plan géostratégique. Et on va avoir, mais pendant plusieurs décennies encore, cette espèce de peur, de fantasme, notamment chez les Anglais. Alors moi, je l'ai trouvé chez les Anglais, je ne l'ai pas trouvé chez les Français, que les Français vont essayer de récupérer le Canada. On a encore trouvé ça dans les années 1790. Évidemment, hors de question pour les Français d'essayer de récupérer le Canada. À ce moment-là, ils ont bien autre chose à faire, quoi. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Tant mieux. C'était très chouette. Tant mieux.